Gustave, sais-tu quel limon encrasse le fond des courants les plus nobles? La médiocrité. Il ne vous est jamais arrivé de vous sentir dénué d'énergie, de vous complaire dans votre propre inaction et de vous satisfaire d'une existence vide et morne. Ne cherchez plus, c'est que vous êtes englué dans votre propre médiocrité. Pour vous, il n'y a plus aucun but, aucun moyen de vous dépasser et de surpasser vos capacités personnelles. De cette médiocrité, la littérature, la philosophie, le cinéma et les séries télévisées offrent un exemple parfait. De Walter White à Jean Valjean, le chemin qu'emprunte la puissance de la pensée et celle de la volonté est celui qui s'écarte des chemins sinueux et étroits dans lesquels s'embourbe la médiocrité. La série Breaking Bad nous permet d'illustrer le refus de la médiocrité. On peut voir cette série comme l'histoire du réveil d'un homme et la recherche d'une perfection. Walter White est un homme à la fois commun et complexe. Commun parce qu'il nous renvoie la frustration que nous éprouvons face à la trivialité de la vie. Complexe car il se révèle être un homme surprenant, génial, fou. Sans entrer dans la question morale, ce qui impressionne dans l'homme est sa maîtrise. Maîtrise des connaissances et du savoir-faire en chimie, maîtrise de la situation, maîtrise de la parole et de la manipulation. Cette maîtrise est le fruit d'une transformation qui est l'objet de la série. Elle est une réponse à la situation initiale du personnage. C'est par cette transformation progressive et spectaculaire qu'il choisit de laisser exprimer son génie après tant d'années de frustration et de médiocrité. N'ayant plus rien à perdre, il peut se permettre de dire merde à la médiocrité et à l'échec. Sans cette crise déclenchée par l'annonce d'un cancer au poumon, il serait certainement resté monsieur tout le monde, amadoué par le temps choisissant la sécurité aux dépens de ses ambitions, de ses rêves et de l'expression de son individualité. Folie, immoralité, transgression de l'interdit, Walt a tout contre lui, mais il reste un exemple éloquent du refus de la médiocrité. Quand Walter White apprend qu'il a un cancer au poumon et qu'il ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille, il décide de faire équipe avec un de ses anciens élèves pour produire de la méthamphétamine. Mais il ne va pas se contenter de produire simplement de la drogue, ce qu'il cherche c'est une méthamphétamine à 100% pure, il cherche la perfection chimique. La perfection n'est pas tant un idéal qu'un impératif pour Walter White. Ce qui est parfait, c'est ce qui est achevé, ce qui ne nécessite plus d'intervention étant complet. Ainsi, le travailleur, l'artisan, l'artiste ne s'arrêtent pas au hasard de la production, ils obéissent à la loi de la juste mesure, ni trop, ni pas assez. Heisenberg. La transformation de Walter est telle qu'il devient une autre personne, son alter ego Heisenberg. Certes, c'est un nom qui lui sert à protéger sa véritable identité et à se mettre à l'abri de la justice. Cependant, derrière cette simple lecture d'une nécessité de tout criminel, se cache la volonté de tout individu d'être auteur de lui-même, de son identité. Walter White sans cancer est un homme tout ce qu'il y a de plus commun et médiocre. Ne pas être médiocre commence déjà par la prise de conscience de sa médiocrité. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Au-delà de la question de l'illégalité, qui n'est finalement jamais un problème pour les personnages gravitant autour de Walter White, il y a celle du choix entre la famille et l'individu, entre la trahison et la confiance, entre la vie et la mort. Walter White va tout perdre, famille, amis, moralité, et même la vie, dans cette quête de l'excellence, mais il ne perd pas son ambition, son exigence, celle de l'expression de son génie, l'exigence d'être maître des événements et ne pas être passif, manipulé, ballotté par les autres et le destin. I am the danger signifie « je suis celui qui dirige le destin ». Cette idée prend toute son ampleur au dernier épisode de la série, lorsque Walter White a compris que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour lui-même. Il cesse alors de se cacher la vérité à lui-même, et on sent que c'est cette période de sa vie qui a été la plus satisfaisante. I did it for me. I liked it. I was good at it. I was alive. On mesure alors dans cette phrase toute l'importance de l'action de cet homme sur sa vie qu'il a magnifiée, transfigurée pour qu'elle réponde enfin à ses attentes. Breaking Bad est certes une série télé américaine dont la portée est limitée, mais c'est un exemple frappant de la réaction d'un homme face à la médiocrité. On pourrait se poser la question de savoir si cette expérience est universelle, en quoi elle nous parle à tous.
Y a-t-il une limite, un degré de médiocrité au-delà duquel l'homme est amené à se libérer de ses entraves? Cette réaction n'est-elle pas constitutive de la grandeur de l'homme? Même si la race supérieure des enfants de l'internet qui n'ont pas besoin d'attendre qu'une série soit diffusée pour en profiter lorgne Walter White avec des yeux admiratifs, l'intelligence et le charisme du personnage ne suffisent pas à transformer la cuisine de ce sympathique scientifique en celle de bonne maman. Le personnage de Breaking Bad ne peut pas toujours se vanter de ses actes qui sont, disons-le, la plupart du temps immoraux et égoïstes. Pour ne pas enfermer la notion de grandeur dans les frontières étroites que tracent les vendeurs de drogue sans foi ni loi, il est bon de considérer les actions honorables de ces hommes qui, en sortant de leur médiocrité, ont su faire le bien autour d'eux. Si l'on parle de grands personnages en littérature qui ont su dépasser leurs médiocres conditions tout en se montrant aussi vertueux qu'un prêtre en soutane, comment ne pas évoquer le personnage des Misérables? Mais oui, vous savez, ce personnage sans qui les deux amoureux niais du roman Cosette et Marius ne pourraient pas réaliser leur merveilleuse passion, pour la plus grande joie de certains lecteurs dont je fais partie. Vous savez, ce personnage qui concentre à lui seul toute la niaiserie d'Hugo, cette figure paternelle extraordinaire qui se présente comme une entité romanesque bien pratique pour Victor Hugo, qui résout absolument toutes les intrigues que tisse le roman par son entremise. Je parle bien sûr de Jean Valjean. Pour éclairer la grandeur hugolienne du personnage, il faut souligner, dans sa biographie foisonnante, certains éléments. Dans sa jeunesse, Jean Valjean était un personnage balourd et sans éducation. Pendant une disette, il vole du pain, mais comme certains cancres dans nos merveilleuses écoles qui sont le fruit d'un système éducatif bien pensé, il se fait prendre la main dans le sac, enfin plutôt sur le pain. Il est envoyé au bagne. Durant ces années d'emprisonnement, il ne devient curieusement pas meilleur. En fait, il reste égal à lui-même, et chose tout à fait étonnante pour notre époque sage et civilisée qui a su faire croître au sein de l'univers carcéral intelligence, vertu, morale et parcimonie, il sort indemne du bagne. Bien accueilli par un bienveillant évêque, il profite de son hospitalité pour lui voler des couverts d'une grande valeur. N'ayant pas gagné en bon sens, il se fait encore une fois prendre, et la générosité de l'évêque, victime sans doute du syndrome de Stockholm, le conduit à protéger son voleur en expliquant aux agents de l'ordre qu'il avait offert lui-même ses couverts au forçat. Cette bonté fait à Jean Valjean l'effet d'une onde de choc. Elle transforme le personnage et de forçat, il devient un véritable héros hugolien. Il sort Cosette de sa misère et l'aime comme un père. Puis il ne se laisse pas aller à son amour paternel dévorant et lors des barricades, il sauve le stupide amant de sa bien-aimée fille adoptive Marius en le portant inconscient sur ses épaules. Tous ses ennemis, les Thénardier ou encore cet insupportable inspecteur Javert dont la vie est si inintéressante qu'il n'aspire qu'à reconduire Jean Valjean au bagne, sont vaincus par la force morale et physique du brave homme dont la grandeur est telle qu'il ne leur fait aucun mal et dans un élan chrétien pardonne leur écart de conduite. Disons que Jean Valjean avait des prédispositions dans l'imaginaire hugolien à être un héros. Hugo adore les figures de marginaux qui lui permettent sans trop de mal de servir à son lecteur ses habituels élans pathétiques. Pour Hugo, le héros n'est estimable que s'il est perdu, faible et victime d'une société injuste. Dans le cas de Jean Valjean, néanmoins, sa grandeur morale transforme d'un coup de plume sa force herculéenne, responsable dans les pages précédentes de sa balourdise, en un atout digne d'un héros. Sa force est incroyable et stupéfiante, elle est faite pour être admirée par le lecteur. La grandeur morale agit également sur l'intellect de Jean Valjean. Ce paysan illettré se transforme en un homme courtois, fin. Bref, pour nous faire apprécier la grandeur morale et la vertu, Hugo augmente considérablement le charisme de son héros. Cette petite astuce d'auteur permet au lecteur d'adhérer à la transformation de Jean Valjean qui devient un héros exemplaire. Il est à la fois fort, héroïque, vertueux et d'une intelligence estimable. Il est le personnage dont la vertu est si parfaite que sa mort fera verser à son lecteur un flot ininterrompu de larmes. La mort de Jean Valjean, en plus de transformer le lecteur du roman en une véritable éponge gorgée de larmes que Victor Hugo presse à sa guise et sans complaisance au gré de sa plume, est faite pour sacrer définitivement la grandeur morale de ce héros. Cette grandeur repose sur un apprentissage progressif et une lente renonciation de soi. Si Jean Valjean
se détache du commun des mortels, c'est parce qu'il ne s'est pas laissé aller à la bassesse et à l'égoïsme qui sont incarnés dans le roman par les Thénardier. Jean Valjean a su élever son esprit, laisser naître en lui le sentiment de la vertu qui provoque chez le lecteur compassion et admiration. Sans prétendre être Heisenberg ou Jean Valjean, nous pouvons sortir de notre médiocrité en nous adonnant à la puissance de la pensée. Malheureusement, la plupart des gens qui s'ennuient dans la banalité de leur quotidien, qui s'enferment dans une routine stérilisante, ne connaissent pas, ne comprennent pas la puissance de la pensée. Penser, au sens fort, le sens que nous choisissons ici, n'est évidemment pas à comprendre au sens de production de contenu mental ou de représentation psychique. Auquel cas tout le monde penserait tout le temps, y compris Ribéry, les chatons mignons, et Kevin, 13 ans, dont la triste vie se résume à ses rageuses parties de League of Legends et à la glandouille en classe. Penser, dans sa signification la plus haute, est accessible à tous mais demande un grand effort. Penser, c'est rendre actif son esprit et trouver, par la raison ou l'imagination, de nouvelles relations entre les choses. Penser, c'est cesser de se contenter de ce qui est évident, de ce qui apparaît habituellement à notre conscience, pour se mettre en quête de nouveaux rapports unissant les éléments entre eux. Penser, c'est voir de nouvelles analogies, mettre en place de nouvelles oppositions, susciter de nouveaux étonnements, proposer de nouvelles tentatives de réponse. Bref, penser, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, créer une nouvelle relation. Ainsi, en bouleversant nos représentations habituelles, en nous rendant plus aptes à comprendre le rapport des objets entre eux, la pensée nous fait sortir de notre torpeur. Elle est l'antidote à l'ennuyeuse médiocrité qui nous guette si vite et qui nous absorbe dès que nous nous laissons glisser sur la pente de l'existence. Pour le dire en d'autres termes, le grand mal des gens qui demeurent couchés dans leur vie, c'est l'absence de curiosité. Ils ne ressentent pas cet aiguillon les poussant à aller de l'avant. Au contraire, ils se contentent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent déjà. Et peut-être que nul ne l'a mieux dit que le grand Jacques Brel. La bêtise. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute, hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. En bottant notre esprit, en éradiquant cette graisse autour du cœur et du cerveau, nous enrichissons notre vie intérieure en même temps que notre vision du réel s'étoffe et se complexifie. Même seul dans sa chambre, l'homme seul qui sait penser ne s'ennuie jamais. Vide en apparence, sa vie intérieure est en réalité riche d'un monde vaste et passionnant dont il ne se lasse jamais car il évolue en permanence. Pour ainsi dire, la pensée est la grande voyageuse, car elle nous fait voir sans cesse de nouveaux horizons. Par un dialogue continuel avec le monde, notre esprit est irrigué par une source intarissable. Le même objet, la même idée, vue sous un nouvel angle, nous paraissent alors entièrement nouveaux. La pensée est la grande voyageuse, on ne s'ennuie jamais avec elle si nous prenons la peine de mettre en marche notre esprit. Mais il faut être clair, penser, ce n'est pas nécessairement rester seul dans sa chambre et méditer dans la solitude. On peut très bien penser en faisant une activité, qu'elle soit intellectuelle ou manuelle, cela n'a pas beaucoup d'importance, pourvu que notre esprit parvienne à saisir de nouveaux rapports entre les choses. On peut très bien penser et réveiller son intelligence en étant menuisier et en faisant à chaque fois preuve d'une ingéniosité plus grande. La seule condition de la pensée, c'est d'avoir réellement l'esprit actif. Et si penser est un effort, cet effort s'avère rapidement plaisant en lui-même et récompensé par les innombrables joies qu'il nous apporte. Le chemin de l'excellence est celui du bonheur avant d'être celui du devoir. Say my name. Walter White? Goddamn right.